Hello, je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 19 ou 20 avril, je ne sais plus. Voilà, c'est un petit peu tard, mais j'ai quand même décidé de me faire une petite pile de livres à lire pour le printemps, parce qu'il y a des livres que je voudrais sortir de ma palle, des livres que j'ai vraiment très envie de lire, et puis je vais vous les présenter tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc je vous retrouve pour vous présenter ma petite pile à lire enfin petite. Oui, on va dire ça, de printemps. Alors, j'ai pas forcément pris des livres qui ont thème avec le printemps. J'ai pris aussi des livres que j'ai envie de sortir de ma palle, des livres qui sont là, que j'ai achetés et que je n'ai toujours pas lus et que j'aimerais quand même beaucoup lire. Alors après, je vais commencer oh, ils sont lourds. Par des livres, alors, des beaux livres qui, pour le coup, peuvent rentrer dans le thème du printemps parce qu'ils sont assez doux, je trouve. Vous avez l'Encyclopédie du Merveilleux. Hop, je me recule. Voilà, j'en ai plusieurs tomes déjà. Alors là, c'est écrit par Cécile Roumiguière et Yvan Duquet. C'est Les Dragons chez Albin Michel Jeunesse. Ils ont écrit toute une série comme ça de livres. Vous avez sur les ogres, les fées. Alors, c'est une collection qui doit être dirigée par Benjamin Lacombe. Cécile Roumiguière revient souvent dans les auteurs qui écrivent. Et puis, s'il y en a un autre aussi, je n'ai pas retrouvé son nom. Et voilà, il y a toute une série. On est un peu dans l'album jeunesse, mais je les trouve très beaux. J'aime beaucoup la collection. C'est vrai que vous avez les différents dragons. C'est vrai que j'ai bien envie de me faire toute la collection. Enfin, je me suis un petit peu arrêtée parce que, bon, mine de rien, oui, c'est ça. C'est une collection créée et dirigée par Benjamin Lacombe. Et je ne sais plus l'autre auteur avec qui il écrit souvent aussi. J'aime bien. Alors, c'est pas les illustrations de Benjamin Lacombe, hein. C'est vrai que je préfère les illustrations de Benjamin Lacombe, mais ça n'en reste pas moins très très beau. Pour en rester avec Benjamin Lacombe, je m'étais acheté ces livres-là, Alice au pays des merveilles, illustrés par Benjamin Lacombe. Là, on retrouve beaucoup plus la patte de Benjamin Lacombe. C'est Métamorphose. Métamorphose, c'est les éditions Soleil. Voilà, vous avez même des cartes dedans. Enfin, c'est superbe, quoi. Moi, j'adore. J'adore. J'ai envie de pareil, avoir une petite collection comme ça de Benjamin Lacombe. Ça n'intéresse pas forcément mes enfants pour le moment. Peut-être que plus tard, voilà, ça les intéressera. Donc du coup, j'ai Alice, mais j'ai pris aussi Alice de l'autre côté du miroir. Ce qui me fait d'ailleurs penser que je n'ai jamais lu Alice au pays des merveilles, en fait, la vraie histoire. Je me demande si je ne l'ai pas en édition Mina Lima, mais je ne suis pas sûre. Faudrait que je regarde. Je sais que je l'ai en poche tout simple. Donc de l'autre côté du miroir. Alice, je connais que les versions, je sais pas, de Tim Burton, ou la première que j'ai vue, c'est celle de Disney, hein, tout simplement. Donc oui, ça peut être intéressant. Sachant que Lewis Carroll, l'auteur de Alice, a été, il y a, je sais pas, plusieurs mois de ça, on a découvert qu'il avait écrit... Enfin, qu'il avait pris des photos, il était proche d'une famille et cette famille lui permettait de passer du temps avec sa petite fille et qui prenait beaucoup de photos. Donc il y a un livre qui est sorti là-dessus et les photos sont assez tendancieuses, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé vraiment quand il était avec cette petite fille, seul. Voilà, bon, donc je préfère le dire. Vous en avez peut-être entendu parler, donc voilà, c'est bon, encore un auteur qui malheureusement pose énormément de problèmes et c'est vrai que maintenant on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas on a retrouvé les photos qu'il a prises de cette petite fille, donc c'est un peu voilà, comme je dis, assez tendancieux. Ouais, bon, on va parler de choses un petit peu plus gaies. Là j'aimerais bien, alors je ne dis pas que je vais lire les trois, mais j'aimerais bien au moins en sortir un des trois. C'est les trois plumes blanches que j'ai acheté. Alors celui-ci par exemple, la Voix de la Vengeance, c'est lui d'ailleurs qui a gagné le prix des Aliénales, je crois, l'année dernière, de Sacha Morage. Il vient de sortir en poche. Si vous voulez voilà, vous l'acquérir en poche, il vient de sortir en poche. Donc vous pouvez, on va suivre une jeune femme qui va vouloir se venger parce que son frère est égorgé sous ses yeux. Et apparemment, on a un personnage très moraligré. Qui est vraiment que dans la vengeance, c'est un petit peu discutable, mais justement ça change un petit peu, c'est ce que les chroniqueurs ont apprécié dans ce roman. Sacha Morage, moi j'ai lu Les Arcanes du Mal, qui sort en novembre. J'avais pu l'avoir en avant-première par quelqu'un qui l'a pris pour moi à Mons en Belgique.
Et pareil, hein, alors le personnage, ouais, si, elle fait des choses quand même, elle est assez jeune, mais elle fait des choses qui sont aussi assez discutables. Et j'aime bien justement bah, ce côté toujours moraligré des personnages. J'ai pris aussi Memento Mori, parce que j'aimais bien le sujet de Sandra Triman. Recouvert de symboles grecs faisant référence à Hadès, un corps mutilé et désormais inidentifiable est retrouvé dans une cave à New York. Jeune flic fraîchement sorti de l'école de police, Mike Sullivan est chargé de résoudre ce meurtre sordide qui semble mener ses pas au plus près des mythes antiques. Voilà, bon, c'est le côté... On va suivre aussi Ambre, une faucheuse embauchée par la mort en personne. Ok. Voilà, c'est le côté aussi mythologie grecque qui m'intéressait. J'aime beaucoup la couverture qui est quand même assez sombre. Et puis le Memento Mori, quoi, on m'a beaucoup rabâché, je crois, quand j'étais au lycée ou à la fac. Hein. C'était ce que rappelait tout le temps la religion catholique, hein, c'est-à-dire c'est n'oublie pas que tu vas mourir, donc n'oublie pas de te comporter en fait correctement puisque Dieu te regarde en fait, hein, c'était ça et c'était rappelé sans arrêt, notamment aux gens du peuple, notamment par les prêches qui avaient lieu dans les églises et puis aussi dans la littérature, mais le peuple ne lisait pas, il savait pas lire, mais notamment dans les sculptures sur les cathédrales ou les églises, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné, n'oublie pas que tu vas mourir. Et du coup, je me suis laissée tenter. J'ai pris aussi un cas de Vincent Portugal, parce que pour une fois, on va être avec des Incas, et je trouvais que ça changeait. Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Intilla, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée ou le regarder mourir. On va aussi suivre Yal qui est un guerrier jaguar. Voilà. Donc je me suis dit on va plonger peut-être dans les mythes et dans la vie Inca. C'est quelque chose de moins connu. Du coup ça m'avait beaucoup tenté ces trois romans de chez Plume Blanche. Alors celui-ci on va dire voilà il est vert. Ça peut faire le taf au niveau du printemps. Ouais, c'est surtout qu'il est dans ma palle depuis je ne sais combien de temps. Je crois qu'il y a 4 tomes en tout maintenant. Enfin, il y a des tomes, c'est des tomes compagnons, je crois. C'est de Jennifer Lear-Burns, Inheritance Game. Elle ne possède rien. Ils ont tout que les jeux commencent. Chez PKG, alors je crois qu'on suit une jeune femme qui va se retrouver héritière. Oui, c'est un célèbre milliardaire, l'ex à fortune Avery Grams, une lycéenne sans histoire et sans le sou. Bon, ça l'arrange parce qu'elle a besoin d'argent, mais pour toucher sa part d'héritage, elle doit emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Donc ça avait l'air très prenant. Je pense qu'il a dû sortir en poche hein, depuis, hein, mais il doit y avoir 4 tomes, mais après je crois que les autres tomes, c'est des tomes compagnons, c'est pas vraiment une suite d'histoires. Pour rester un peu dans le sombre, celui-là, c'est pareil, j'avais envie de sortir de ma palle, c'est Lady Macbeth, donc c'est une réécriture de Macbeth, pardon, mais du point de vue de son épouse, hein, donc ça peut être très intéressant, hein, puisque bon, on va parler de complot, c'est adapté de Shakespeare, d'Écosse, alors je crois que on l'a su au début de son mariage. Non, elle sait qu'elle va être mariée à une brute venue d'Écosse qui ne rend jamais les armes. Elle sait que la cour hostile qui lui fera sera empreinte de soupçons. Elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre. Elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari comme une armure encombrante. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore et qu'elle menacera l'ordre du monde. Elle ne le sait pas encore, mais cela viendra. C'est de Avared chez Sabran, j'ai oublié de vous le dire. Alors par contre, je l'avais pris, mais Macbeth, je ne l'ai jamais lu, je voulais lire Macbeth avant. C'est vrai que j'avais oublié ça. Petit détail, mais j'aimerais relire Macbeth avant. Là, ça va faire un petit peu plus printemps. Alors, 1, 2, 3. Celui-là, je l'ai plus depuis un moment dans ma palle, j'arrête pas d'en entendre parler en bien. C'est Magic Charlie de Audrey Holwett chez Gallimard Jeunesse, avec le Thomas l'apprenti. On va suivre Charlie Vernier qui découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent d'une société de magiciens, mais elle court un grave danger et il décide de la sauver. Les couvertures sont vraiment superbes, hein, même à l'arrière. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça, c'est le tome 1. Du coup, je ne m'étais pas posé trop de questions. Je vais acheter les 3 tomes. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Avec ce personnage là en bas, assez mystérieux. Je trouve qu'ils sont vraiment très sympas. Ensuite, c'est pareil, alors ça n'a pas trop de rapport, mais
Voilà, c'est des livres que j'ai achetés qui me font vraiment très envie, qui sont sortis il y a déjà quelques mois. Tout d'abord, Hurlement de Alma Katsu chez Sonatine. Alors, je l'ai pris parce que ça part d'une histoire vraie que j'avais lue dans un petit article et qui m'avait vraiment marqué. Il y a même eu, je crois, un téléfilm qui avait été fait à un moment. C'est les premiers colons blancs qui se dirigent vers l'ouest des États-Unis. Sauf qu'à cette époque-là, bah, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'ouest des États-Unis, hein, c'est fin 19e. On ne savait pas quelles étaient les conditions de vie, quelles étaient les conditions météorologiques, combien de temps ça prendrait, quels seraient les dangers sur place. Et voilà, et il y a des expéditions qui se sont finies vraiment tragiquement. Il y en a une, je crois, ils se sont séparés. Alors, je ne sais pas si c'est de cette histoire-là que s'est inspirée l'autrice. Une autrice, hein, je pense, Alma. Oui, c'est une autrice. Mais ils se sont séparés. Il y a une partie qui est du convoi qui est parti dans les montagnes. Le truc à pas faire. Bon, après, ils ne pouvaient pas le savoir. Hein. Dans l'ouest des États-Unis, les montagnes, il fait très froid. Hein. Donc ça... Alors, je ne sais plus si c'est dans ce convoi-là ou un autre, ça a même fini par du cannibalisme. Voilà, avec les gens qui étaient décédés. Pareil, il y a un convoi chez... Ils étaient plus très loin, en fait, d'arriver près de l'eau, quoi, hein, vers la côte ouest. Et ils ont fait demi-tour alors qu'ils étaient très proches. Mais bon, vous ne pouviez pas savoir. Hein, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de carte, et encore moins de GPS. Voilà, donc là, l'autrice s'empare de ces faits réels pour y mettre une touche de fantastique. Bon, j'ai pas vu de bon retour sur ce livre. Pareil que c'est pas exceptionnel, mais j'avoue que l'histoire m'a tellement marquée quand je l'ai lu plus jeune, ces histoires de convoi, voilà, où ces gens partaient sans trop savoir à l'aventure, sans trop savoir ce qui les attendait. Ça me tentait énormément. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même me faire mon propre avis. Toujours chez, il y a une petite poussière, chez Sonatine, j'ai pris Only Lovers Left Alive de Dave Wallis, c'est ça, Dave Wallis. On est en Angleterre en 1960 et apparemment tous les adultes sont touchés par une série de dépressions. Ce qui fait qu'ils deviennent incontrôlables, il y a commencé à y avoir des gangs et les enfants, enfin il y a des groupes d'enfants qui vont essayer de se rassembler pour essayer de survivre face à ça et notamment en essayant de se réfugier plutôt à la campagne. Donc on va vraiment suivre ces enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été situé dans les années 60, parce que ça pourrait ressembler à de l'anticipation, une uchronie, une dystopie. Je pense qu'on va être dans quelque chose d'assez sombre quand même. Et j'avoue que le sujet me tentait beaucoup. Il y a un film qui s'appelle comme ça aussi, mais c'est une histoire de vampire. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est avec Tom Hiddleston et... Je n'ai pas retrouvé le nom de l'actrice. J'avais dit de regarder, que je n'ai toujours pas regardé, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est pareil, depuis qu'il est sorti, il me faisait envie. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin aux éditions 10-18. Alors en fait, c'est un livre double. Voilà. Là, vous avez l'histoire qui se passe en Angleterre en 1881. Une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Vous comprenez pourquoi ça me tentait. Une maison isolée, des choses bizarres. Et là, vous avez la version qui se passe en 1939 en Californie. Un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turnglass. Voilà, ça a l'air... déjà, le concept me plaisait énormément. Et puis, bon, le sujet aussi. Donc, apparemment, il vaut mieux commencer par l'histoire quand même qui se passe au 19e siècle. J'ai très envie de le lire. Je l'ai acheté quelques temps après sa sortie. Et puis, il est toujours là dans ma palle. Celui-ci, pareil, je l'avais repéré quand il était sorti. C'est chez Actu SF. C'est Malmort de Aurélie Aderlé. Alors, on est à Nidaros, capitale de la Norvège au Xe siècle de notre ère. J'avoue, je ne connaissais pas du tout ce nom. La christianisation du pays progresse et les anciens dieux sont de plus en plus contestés. Lors d'un grand banquet en présence de l'envoyé du pape, Osmond se met à déclamer une formidable saga en hommage aux traditions vikings, comme un pied de nez au prêtre. Les convives écoutent alors l'histoire de Gyda, chamane issue d'une peuplade de la forêt. La prophétie dit d'elle qu'elle aura 2 fils, aussi vaillants que courageux, mais qui mourront jeunes. Suite à une traîtrise, elle parvient à en sauver un et à s'enfuir dans la forêt. Commence pour Roderick une vie sauvage, simple et intense, mais qui peut vraiment se cacher de son destin, qui peut rester sourd à l'appel de l'aventure. Ça fait penser un peu à Perceval, hein, c'est dans les légendes arthuriennes, parce que sa mère, c'est pareil, le père de Perceval était un guerrier et il est mort au combat, donc elle a voulu protéger son fils en l'emmenant au plus profond de la forêt pour l'élever loin de la guerre, mais jusqu'au jour où il va rencontrer des chevaliers d'Arthur et il va partir avec eux, ce qui explique un peu la naïveté du personnage puisqu'il a toujours vécu entouré de sa mère et de sa tante, je crois, je ne sais plus.
vraiment à l'écart de tout. C'est un très bon guerrier, il est naturellement très très bon guerrier, mais c'est un être assez pur, mais aussi très naïf. Hein. C'est pour ça aussi que dans Kaamelott, il est un peu représenté comme un imbécile heureux, mais voilà, ça a une racine quelque part. C'était bien fait. Ça me fait un peu penser à ça. Alors après, peut-être que les légendes arthuriennes ont beaucoup pioché aussi dans les légendes païennes hein, pour faire la transition entre le paganisme et le christianisme. Voilà, il y a eu voilà, beaucoup de choses qui ont été piochées dans tout ce qui était païen. Donc ça a peut-être un rapport. En tout cas, moi, on me parle d'anciennes légendes comme ça me tente beaucoup. En plus, ça a l'air d'être... voilà, on compte une histoire dans une histoire. Donc ça me tentait pas mal du tout. Oh, je fais tomber. Là, on va replonger. Tu vois, c'est pareil. C'est ceux qui sont sortis à peu près en même temps que ceux que je vous ai présentés, comme l'énigme de Thornglass, tout ça. Nettle and Bone de T. Kingfisher chez Verso. Comment tuer un prince. Où là, effectivement, on va pas être dans un conte de fées habituel, puisque on a Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses deux sœurs avec le prince Vorling. Elle meurt enfin, la première meurt. Je sais plus s'il a... Car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Mais apparemment, c'était quelqu'un de très cruel et elle veut à tout prix sauver sa sœur. Donc, ça a l'air plein d'humour. Et puis, apparemment, ça bouscule beaucoup les codes des contes de fées. Donc, c'est ça qui me tentait beaucoup. J'adore la couverture avec les squelettes. Il y a une histoire avec une poule aussi dedans, je ne sais plus laquelle. J'ai vu des reviews, mais il y a un moment, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti. Mais bon. Celui-ci aussi, j'avais pris parce que c'est, voilà, on va parler de Médée, de Rosie Oliette chez Hauteville. C'est un personnage, moi, qui me fascine. Médée, donc l'histoire épique et tragique de l'héroïne la plus sombre de la mythologie grecque. Voilà, hein, Méduse, pas Méduse. Je confonds avec Méduse, non, Médée. Mais c'est... Ouais, je sais pas, je vais peut-être pas vous raconter l'histoire parce que si vous la connaissez pas, c'est un peu con. J'avais pas vu, mais c'est chez Hauteville, ils ont fait une superbe couverture. Très beau. C'est une héroïne, évidemment, elle fait partie de l'univers de la mythologie grecque. Mais bon, ce qu'elle fait, bon, c'est terrible. Bon, je ne vais pas vous le dire si vous ne connaissez pas l'histoire, mais ça a rapport avec Gésode et les Argonautes aussi. C'est dans cette légende-là qu'on la retrouve. Et c'est un personnage très sombre hein, qui commet des actes horribles. Mais en même temps, c'est une femme qui se retrouve encore une fois obligée de faire face à la toute-puissance de l'homme dans un monde où la femme n'est rien. En plus, Jason est grecque, elle ne l'est pas, donc elle n'est rien pour les Grecs. Voilà, donc ça complexifie un peu les relations, même si elle fait tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour, mais elle va quand même très très loin. Hein. Donc c'est un personnage, pour le coup, on est au-delà du moraligré là. Hein. C'est vraiment un personnage très ouais, très... Donc c'est pour ça que je voulais relire. C'est vrai que c'est pas un personnage dont on parle beaucoup, mais c'était à découvrir. Celui-ci, je l'ai mis, j'aurais peut-être pu le garder pour l'été. 13 de la mer d'Emeraude, j'enlève le bandeau. J'ai une manie maintenant de garder les bandeaux, je sais pas pourquoi, de prendre Don Sanderson. Je crois que ça faisait partie de ses projets secrets qu'il a écrit pendant le confinement, pendant la Covid. J'aime beaucoup la couverture à l'intérieur comme ça. Et là, on va suivre 13 qui vit sur une petite île isolée au beau milieu d'un océan de sport. Sport S-P-O-R-S. R-E-S, pardon. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. Donc ça va être le début d'un périple au bout du monde, etc. Alors Brandon Sanderson, je n'ai jamais lu. Apparemment, ceux-là sont quand même assez accessibles. Donc je m'étais dit, c'est projet secret. Donc je m'étais dit, peut-être que tu pourrais commencer par ceux-là. Bon, c'est pareil, c'est une envie de lecture. On verra si elle peut être suivie ou pas. Celui-ci, on n'en repart pas mal en ce moment parce que le tome 2 est sorti. J'avais acheté le tome 1 à sa sortie. C'est Outre Noir, les Titans du ciel de Mark J. Grigson chez Lumen. Alors, pareil qu'il est assez exceptionnel. Là, j'entends que j'avais beaucoup entendu de bons retours pour le tome 1, le tome 2 encore plus. Alors, beaucoup de gens disent c'est vrai qu'il est passé assez inaperçu sur les réseaux. Moi, il m'avait tapé dans l'œil, donc évidemment, je l'ai pris tout de suite. Je me suis dit, je vais quand même attendre un petit peu avant d'acheter le 2. Là, alors lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs, les plus pauvres des plus pauvres. 6 ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la seule famille qui lui reste, sa sœur.
Mais sur son île natale comme ailleurs aux confins du ciel, on s'élève d'abord au mérite et bientôt Conrad est recruté comme apprenti parmi des centaines de candidats au sein de la guilde de la chasse, la plus dangereuse de toutes. Je vais m'arrêter là parce que je sais que l'humaine, ils font parfois des résumés très longs et parfois aussi spoilants. On va retrouver quand même dans ma palle un petit policier, la cuisine du diable de Fabio M. Michelli. Alors là maintenant c'est chez l'Oiseau Noir, oui, c'est ça, avec un très beau jaspage je trouve. Alors je sais pas, j'ai lu quelque part qu'il fallait lire peut-être un autre livre avant qu'il avait écrit, mais pas forcément, je sais plus le titre de l'autre livre. Je l'ai dans ma page, je l'ai trouvé d'occasion en poche. Bon là on va voir. Et si le mal était inscrit dans votre ADN, un père tueur en série cannibale et une mère derrière les barreaux, voilà à quoi ressemble le patrimoine génétique de Myriana. Alors que la ville de Paris devient le terrain de jeu d'un tueur qui sème les cadavres de jeunes filles, Myriana berricha Laurence et s'étend bien que mal de donner tort à tous ceux qui voient en elle une bombe à retardement, un monstre en devenir. Je disais donc avant que mon portable me lâche, je suis en congé la semaine prochaine, il va vraiment que j'aille chez Orange, que je prenne un rendez-vous pour voir ce problème parce qu'il y a l'écran qui coupe d'un seul coup et je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai mis aussi la cuisine, dans la cuisine du diable de Fabio M. Michelli, un auteur policier d'ailleurs que je n'ai jamais lu, que j'aimerais découvrir. Je suis désolée, du coup j'en avais profité le temps qu'ils se remettent pour aller ranger des livres. C'est sportif, il faut monter, descendre, tout ça, donc c'est sportif. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai aussi, c'est un roman de chez du label Calix, quand il en sortait, il est sorti encore et en brochet et en version collector. C'est un one-shot, en plus c'est The Hurricane Wars de Thea Wanzon. Quand s'affrontent l'ombre et la lumière, ils sont leur dernier espoir. Thalassine n'a connu que les guerres du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres. Il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. Évidemment, ces deux personnages vont se rencontrer. C'est un one-shot en plus, donc impeccable. Ensuite, j'en ai plus beaucoup, hein, je vous rassure, on arrive à la fin. Celui-ci, je l'avais acheté il y a un petit moment aussi, le cercle occulte. Décidément, le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. C'est elle qui avait écrit aussi la petite boutique au poison. Je me demande si je ne l'ai pas aussi dans ma palle, mais je ne suis plus sûre. C'est chez Faubourg Marigny. Bon voilà, bon, c'était le côté effectivement occulte. Ça se passe au 19e siècle. En 1873, dans un château abandonné à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu, dirigée par la célèbre spirit Vaudeline Dallaire, connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtres afin de déterminer l'identité des assassins. Ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Voilà. Et on suit Lena Wicks qui est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur. Donc les deux personnages vont se rencontrer. Ça a l'air très mystérieux. Et je crois que j'ai aussi la petite boutique au poison que je n'ai pas encore lu. J'avais acheté plusieurs romans de Faubourg Marigny l'année dernière et je me rends compte que je les ai toujours pas lus non plus. Celui-ci me tentait beaucoup. Alors j'ai oublié le résumé, mais je sais qu'il me tentait. C'est All the Hidden Monsters de Amy Jordan. C'est aux éditions... Aux éditions quoi d'ailleurs? Tu vois, c'est pas noté. Pourtant, les éditeurs d'habitude aiment bien quand même. Ah, c'est Gallimard Jeunesse. Ah, c'est vrai que Gallimard Jeunesse, des fois, ils jouent un petit peu à cache-cache sur leur édition. Alors là, on va suivre une louve-garou, un mage ténébreux, une vengeance. Bon, je sais pourquoi je l'ai pris. Songe est une fille banale, si ce n'est qu'elle se transforme en louve-garou à la pleine lune. Quand l'une de ses amies est retrouvée assassinée, Songe décide de participer pardon, coûte que coûte à l'enquête menée par Oren Rinalis, un mage redoutable et diaboliquement beau. Lui n'a aucune envie de s'embarrasser d'une coéquipière, mais Soch dispose d'un flair exceptionnel qui permettrait de retrouver la trace du meurtrier. Voilà, donc ils vont devoir s'allier. J'adore la couverture, je la trouve vraiment super belle, avec cette espèce de coup de griffe qui a été donné dessus. Bon, c'est un jeunesse, hein, donc il devrait se lire assez vite. Celui-ci, je l'avais repéré chez Eldercraft avant d'être en partenariat avec eux. Enfin, en fait, quand ils m'ont contacté, ils m'ont proposé Orgueil et Préjugés et Sorcellerie. J'aurais pu en demander un autre, mais je savais que j'aurais pas eu le temps de le lire, de le chroniquer, donc j'ai demandé que celui-ci, mais j'avais quand même un petit regret, donc celui-là je me le suis acheté par contre. C'est Ex-Éducation de Maureen Kilmer. Donc là on suit à la fac
Sarah, Katrina et Alicia, qui étaient des amies inséparables et qui partageaient un secret. Elles s'étaient découvert une affinité pour la magie et la pratiquaient clandestinement, jusqu'à ce qu'un sort trop ambitieux déclenche un terrible incendie, ravage l'université et fasse des victimes. Depuis, Sarah a rompu avec la sorcellerie, avec ses amis, et s'est efforcée de vivre une vie parfaitement normale. Bon, on doute bien que la sorcellerie va venir rattraper, va venir la rattraper et se rappeler à son bon souvenir. J'aime beaucoup là, le pentagramme. C'est super. Pentagramme, je sais jamais, il y en a un, il y a le cercle et l'autre, il n'y a pas le cercle. Je ne sais plus. C'est pas grave. On va y arriver. Et là, c'est les petits poches que j'ai envie de sortir. J'avais pris 6 versions. Séverine, dans Il est bien ce livre, on avait beaucoup parlé. Alors, elle avait dit qu'elle avait préféré, c'était pas le tome 1 qu'elle avait préféré d'ailleurs, c'était... je l'ai sali. C'était le tome 2 ou 3. En fait, à chaque fois, on va suivre... Alors, je sais pas si c'est des vrais podcasts ou pas, je me souviens plus. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, normalement, j'ai les 3, là, j'en ai que 2. Alors, je ne sais plus lequel est le premier. Je crois que c'est celui-ci qu'elle avait beaucoup aimé. Le disparu du Wentshire et la tuerie MacLeod. Et à chaque fois, en fait, on va ressortir des cold cases et... c'est un animateur radio, je crois. Voilà, je suis Scott King. Durant 6 semaines, nous reviendrons sur le drame MacLeod. Et là, nous reviendrons sur la disparition d'Alfie Martsen, 7 ans, un soir de Noël. Et en fait, il réinterroge des gens qui étaient les témoins de ces affaires, de ces vieilles affaires. Alors, non, c'est pas des vrais. Apparemment, c'est marqué qu'il renouvelle le genre du thriller par un dispositif génial, entre hyper-réalisme et fantastique. Ah bah, il y a du fantastique en plus. Bah, c'est génial, ça. Donc, c'est pas... Je me suis demandé à un moment si c'était un vrai podcast qui était diffusé quelque part, ou peut-être qu'en américain, enfin en anglais. Mais non. Mais normalement, j'ai le 3 aussi qui traîne quelque part. Alors, je vais peut-être déjà présenter, du coup, je l'ai plus. Et puis ça, ce sera le petit dernier que je vais vous présenter, c'est L'empathie d'Antoine Renan, parce que depuis le temps que j'en entends parler, j'aimerais enfin le lire. Il resta plus d'1 heure debout face au lit du couple, il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint, ici, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait. Une apothéose. Cet homme, c'est Alpha, un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie. Tata est torturé selon un mode opératoire inédit, je vous dis pas l'autre mot. Face à lui, Anthony Rock et Marion Mesny, capitaine au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du VIOL. Voilà, donc on est vraiment du policier pur. J'en ai beaucoup entendu parler aussi. Pardon. J'ai dû dégager de la poussière en bougeant le livre, du coup je tousse. Antoine Renan aussi, hein, je pense qu'on en a tous beaucoup entendu parler. Donc son dernier sorti, c'est La fille de Jonathan Baker. Bon, je me suis dit, il y a peut-être temps quand même que je connaisse cet auteur, que je le découvre. Voilà, donc c'était déjà une palle assez importante. Bon, voilà, je vous dirai si j'arrive... Qui sait, à en lire quelques-uns, à croiser les doigts, je vais peut-être y arriver, on verra bien, jusque, je sais pas quand est l'été, enfin entre le 20 et 23 juin de toute façon. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres, vous les connaissez, si vous les avez lus, du coup peut-être que je les sortirai avant de ma pile à lire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!